Alors, encore une fois, d'un point de vue empreinte carbone, durant l'hiver, si on veut absolument consommer des tomates, est-ce qu'il faut mieux consommer des tomates locales du Québec, mais qui ont été cultivées en serre chauffée, ou alors consommer des tomates du Mexique, mais qui ont parcouru environ 3000 km? Qui voterait plutôt pour les tomates du Mexique ici? Ok, quelques mains. Qui voterait plutôt pour les tomates du Québec? Plus de mains. Eh bien, cette fois, je vous ai plutôt piégé, mais c'est plus tant vrai que ça. En fait, c'est une étude qui a été faite au début des années 2000 qui montrait que la tomate du Mexique était plus avantageuse d'un point de vue climatique, encore une fois, parce que la plupart des serres du Québec, la quasi-totalité des serres du Québec étaient chauffées au mazout, finalement. Donc on consommait des tomates qui étaient produites par une énergie vraiment pas propre. Et donc en fait, le transport, comme il est quand même optimisé, qu'on transporte un grand nombre de tomates, eh bien, ça ne balançait pas avec toute l'énergie qui était nécessaire au Québec pour le produire en serre, encore une fois, en hiver. Donc, encore une fois, mais voilà, et en fait, ça c'est important, la slide d'après, ça se décale beaucoup vers le Québec maintenant, puisque les serres du Québec sont maintenant de plus en plus chauffées avec du biogaz, des combustibles qui ont une beaucoup plus faible empreinte carbone. Mais en tout cas, ça garde à l'idée que cette idée de consommer local, c'est toujours mieux pour le climat. C'est pas toujours vrai, c'est vraiment pas toujours vrai, il faut faire attention. L'idée facile à garder en tête, c'est consommer local, oui, mais de saison. Le reste du temps, on n'est vraiment pas sûr de ce qui se passe. Une dernière petite question, cette fois c'est facile, on est au Festival Zéro Déchet. D'après vous, qui est-ce qui a le plus gros impact? Cette fois, on ne regarde pas uniquement l'empreinte carbone, on se dit une empreinte environnementale. Entre un sac en plastique fin à usage unique qu'on utilise vraiment une seule fois, ou un sac en coton réutilisable qu'on a tous, en particulier ici, j'imagine, chez nous, qui voterait plutôt pour le sac en plastique unique? Personne. Qui voterait plutôt pour le sac en coton, le tote bag? Tout le monde, quasiment. Je vous dis, c'est facile comme réponse, parce que c'est évidemment le sac en plastique à usage unique. Je suis désolé pour ça, mais en général, c'est vrai. Et c'est pas seulement vrai, comme je vous dis, pour le changement climatique, c'est vrai pour la plupart de ce qu'on appelle, dans mon domaine, les indicateurs environnementaux. Parce que l'environnement, c'est large, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, on peut regarder plein de choses. On peut regarder le climat, donc le réchauffement climatique, l'empreinte carbone. On peut regarder l'empreinte eau. On peut regarder la pollution des sols. On peut regarder l'utilisation des ressources. On peut regarder la santé humaine. Et donc là, c'est une étude qui avait été faite par le CIREG en 2017. Le CIREG, donc c'est là où je travaille. Donc c'est à la fois un centre de recherche qui travaille sur toutes les thématiques de cycle de vie, d'environnement un peu plus large, et puis qui fait aussi du consulting pour des gouvernements ou des boîtes privées. Bref. Et donc ici, c'est une étude qui avait été faite, puis qui montrait que, donc ce qu'on voit, tous les nombres qu'on voit dans ce tableau-là, c'est le nombre d'utilisations nécessaires pour plusieurs types de remplacement du sac en plastique à usage unique, et le nombre de réutilisations nécessaires pour chacun de ces remplacements pour réussir à contrebalancer l'usage de ce nombre-là de sacs. Et on voit, la dernière ligne, c'est la ligne du sac en coton, c'est celle avec les plus grands chiffres. Et en particulier, pour un des indicateurs, par exemple, c'est celui que je prends parce que c'est le plus flagrant, la santé humaine, on voit qu'il faudrait réutiliser 3657 fois, c'est-à-dire plus d'une fois par jour pendant 10 ans. Et puis réutiliser, ça ne veut pas dire utiliser, ça veut dire utiliser à la place d'un sac en plastique. C'est-à-dire une fois, on aurait utilisé un sac en plastique à usage unique, à la place de ça, on utilise un sac en coton. Donc il faudrait le faire tous les jours pendant 10 ans pour qu'un seul sac en coton devienne plus intéressant d'un point de vue santé humaine. Alors je suis désolé pour cette réponse, c'est pas mal contre-intuitif, c'est pas ce qu'on nous apprend. Et il y a un seul indicateur qui, évidemment, est dommageable pour le sac en plastique, puis c'est le sac en plastique à usage unique, puis c'est celui dont on parle le plus souvent, puis qui est le plus visuel, puis c'est pour ça qu'on a ce genre d'idée-là en tête assez forte. C'est l'indicateur de relâchement dans l'environnement. C'est les fameux microplastiques, c'est les fameux continents, 7e continent de plastique dans l'océan, c'est ces fameuses baleines qu'on voit qui ont ingéré ce sac de plastique, mais la difficulté, et puis c'est ce à quoi je suis confronté tous les jours dans mon métier, c'est que l'environnement, comme je vous l'ai dit, c'est pas si simple, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et malheureusement, quand on essaie de focuser à réduire les impacts sur un indicateur, sur un domaine, on finit souvent par contrebalancer sur d'autres domaines. Donc c'est un peu le cas c'est même clairement le cas pour les sacs en plastique.
Voilà, ça c'est ce que je vous disais plus tôt. Donc voilà, comme on l'a pu le voir, il y a rarement une solution simple et unique dans les problématiques et dans les questions environnementales. Il n'y a pas de produit écologique en soi. Un premier type, c'est si vous voyez une marque ou une pub qui vous dit « mon produit est extrêmement écologique, très bon pour l'environnement », méfiez-vous. C'est rare que ça soit bon sur toutes les thématiques environnementales, c'est très rare. Ça peut être bon sur la préservation des ressources, sur l'utilisation de l'eau, sur la réduction des déchets, etc. Mais c'est malheureusement rare d'être bon sur toute la sphère environnementale. Donc voilà, il y a rarement une solution unique, ça dépend de ce qu'on regarde, ça dépend du contexte, et ça dépend à quoi on le compare. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir un peu plus dans cette présentation. Quelles questions il faut essayer de se poser, à quel point il faut essayer d'élargir un peu sa vision pour justement essayer de ne pas faire ce genre d'erreur, de ne pas se laisser influencer par du greenwashing ou ce genre de choses qu'on essaye de nous vendre comme des solutions particulièrement écologiques, environnementales, durables. Et voilà, essayer de faire attention un peu à ça. Donc déjà, il y a des pièges à éviter, il y a des choses à prendre en compte quand on se pose ce genre de questions. C'est qu'on veut vraiment pouvoir comparer adéquatement des produits. Et c'est pas toujours simple. Comme on l'a vu pour le sac en plastique et le sac en coton, ça suffit pas de juste comparer l'empreinte d'un sac en plastique et d'un sac en coton. Il faut regarder combien de fois est-ce qu'on réutilise chacun des deux. Évidemment, ça n'aura pas le même impact. On va le diviser, l'impact du sac en coton, par le nombre d'utilisations qu'on a. Si on a un sac en coton qu'on utilise juste une fois, évidemment, ça aura un impact immensément plus impactant que le sac en plastique. Donc c'est la première chose. Voilà, le nombre d'utilisations, la durée de vie du produit qu'on utilise, il faut que ça soit des durées de vie quand même équivalentes, ou alors qu'on essaie de les mettre à l'échelle quand même d'une manière ou d'une autre. Les fonctions secondaires aussi d'un produit qu'on peut avoir, c'est pas toujours, par exemple si on regarde un téléphone portable, on ne pourrait pas le comparer à un ancien téléphone à ligne fixe, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'utilisation, de remplacer beaucoup plus de choses. Un téléphone portable, ça remplace un appareil photo, ça remplace une radio, ça remplace un radio-réveil, donc un radio-réveil. Ça remplace énormément de choses. Donc il faut regarder tout ce genre de choses. Toutes ces questions-là sont importantes et ça complexifie d'autant plus ce genre de comparaison. Une deuxième chose qu'on regarde, c'est des paramètres qui sont vraiment importants, comme on l'a vu avec l'exemple des voitures électriques et thermiques, c'est la géographie. C'est-à-dire où a été produit mon produit, où a été produit ce que j'essaie de consommer. En général, de nos jours, c'est à peu près sur toute la planète, malheureusement. Il y a des chaînes logistiques qui sont immenses. Mais aussi, où est-ce qu'il est consommé? Encore une fois, l'exemple des voitures électriques. Une voiture électrique qui est utilisée dans un pays avec un mix électrique avec une empreinte carbone faible n'aura pas du tout le même impact qu'une voiture électrique consommée dans un pays qui a de l'électricité au charbon, par exemple. Et puis aussi, au niveau géographique, ça va aussi changer sur les distances qui sont prises en compte. C'est entre le local et consommer des poires qui viennent de Chine, évidemment, ça n'aura pas le même impact. Une autre chose, c'est tous les paramètres techniques. C'est-à-dire, mais ça, c'est des choses qui sont souvent pas du tout visibles par l'utilisateur, évidemment. C'est toutes les questions du combien d'énergie j'utilise et puis quel type d'énergie j'utilise pour produire mon produit, par exemple. C'est aussi quels matériaux sont utilisés dans mon produit et puis comment ces matériaux sont extraits, comment ces matériaux sont produits, comment ces matériaux sont recyclés ou pas en fin de vie, comment ils se dégradent dans l'environnement. Et aussi toute la question des différents types de traitements de fin de vie, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment. Un autre gros type de paramètres et de choses à prendre en compte, c'est le comportement des utilisateurs, évidemment. C'est-à-dire, quand une compagnie va produire quelque chose, en fonction de... Ou par exemple, un autre exemple de nombre d'utilisation, par exemple, une liseuse électrique qu'on garde dans son tiroir, ça aura un impact absolument plus négatif qu'un livre papier. C'est logique. Par contre, si on commence à la réutiliser, d'après les études, entre 5 et 9 livres par an qu'on lit sur une liseuse électrique, à ce moment-là, ça inverse les conclusions et la liseuse électrique devient plus avantageuse, en tout cas d'un point de vue empreinte carbone, qu'un livre. Donc c'est ça. Toute l'utilisation, le comportement des utilisateurs, le nombre d'utilisations, les fréquences d'utilisation, puis aussi le gaspillage alimentaire, par exemple. Ce qu'on dit en général, enfin les études c'est la FAO en 2014 qui a publié ce chiffre-là, le gaspillage alimentaire, si c'était un pays émetteur de gaz à effet de serre, ce serait le 3e plus gros émetteur mondial après la Chine et les États-Unis.
c'est immense. Et donc, le comportement des utilisateurs, si jamais on utilise, par exemple, on achète en vrac, mais on a beaucoup de gaspillage lié à ça, en fait, on va démultiplier notre impact. Une deuxième chose à prendre en compte, un deuxième piège à éviter, c'est les éventuels déplacements d'impact, comme j'ai essayé d'en parler un peu plus tôt. Il y a plusieurs types de déplacements d'impact qui peuvent avoir lieu. Il y a les déplacements d'impact géographiques, c'est-à-dire un pays, par exemple, va essayer de réduire ses émissions en délocalisant sa production. Ça arrive souvent. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays occidentaux globalement. On a délocalisé nos émissions principalement vers l'Asie, mais aussi vers l'Amérique du Sud, vers l'Afrique. Ou alors on a délocalisé nos fins de vie, c'est-à-dire que oui, on recycle, on collecte en tout cas, mais après, qu'est-ce qui se passe dans ces produits-là? On ne sait pas trop où ils sont envoyés. Puis il y a eu quelques scandales, quelques infos récemment qui sont arrivés, qui montraient qu'en fait, la plupart, pas la plupart, mais un grand nombre de déchets étaient en fait envoyés dans certains pays qui en avaient trop, qui n'avaient pas les mêmes capacités, etc., de traitement de ces déchets-là. Donc ce déplacement d'impact géographique, il existe vraiment. Et alors, il y avait une petite animation. Et voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut, un autre petit tip comme ça, faire attention, quand on parle de l'empreinte carbone d'un pays, par exemple, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on prend en compte dans cette empreinte carbone? Est-ce qu'on prend juste en compte ce qui est émis dans le pays? Ou alors est-ce qu'on prend en compte toutes les émissions liées à la consommation de ce pays, par exemple? Des pays occidentaux qui consomment beaucoup plus par habitant que des pays d'Asie ou d'Afrique, mais qui en fait ont toute leur production qui a lieu dans ce pays-là, évidemment leur empreinte carbone elle va être faible et puis elle va diminuer. Mais en fait, c'est pas une réalité, ça montre pas ce qui se passe réellement, puisque c'est eux qui sont responsables de ces émissions-là, mais qui ont juste lieu ailleurs et qui ne sont pas comptabilisés dans la plupart de ce genre de rapports. Un deuxième type de déplacement d'impact qui peut avoir lieu, c'est le déplacement d'impact d'une thématique environnementale, donc d'un indicateur environnemental, c'est comme ça qu'on les appelle dans mon domaine, ou une aire de protection, vers une autre. Un exemple que j'utilise, c'est une des aires de protection dont on a beaucoup parlé il y a une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années dans ces eaux-là, c'est la disparition de la couche d'ozone. On en parle moins maintenant parce qu'on a réussi quand même à avoir des effets bénéfiques. C'est une des rares thématiques environnementales sur lesquelles on a pu voir des effets bénéfiques qui ont pu être observés suite à des prises de décision. En particulier, il y a eu le protocole de Montréal en 1985 qui a banni l'utilisation d'un grand nombre de substances chimiques qui causaient une dégradation de cette couche d'ozone-là. Et comment est-ce qu'on a banni ces choses-là? En particulier, c'était des gaz réfrigérants, par exemple. On les a bannis et on les a remplacés par d'autres types de gaz. Le problème, c'est que ces gaz-là, ils ont un potentiel de réchauffement climatique extrêmement important, encore plus important que les autres. Alors oui, ils ne détruisent plus la couche d'ozone, mais ils ont aussi d'autres types d'impacts problématiques. Et en fait, on a vu dans les années futures que certains de ces autres produits de remplacement ont à leur tour été interdits parce qu'ils avaient vraiment trop d'impact sur un autre indicateur environnemental qui était le réchauffement climatique. Puis un autre exemple, donc on parle évidemment beaucoup du changement climatique en ce moment, ou du réchauffement climatique, mais c'est plutôt le changement climatique, le dérèglement climatique. Donc une des solutions pour lutter contre ça, c'est de passer au nucléaire par exemple. Mais ça pose d'autres types de problèmes, les émissions ionisantes, la gestion des déchets. Donc voilà, ce genre, c'est ce auquel on peut penser le plus facilement et le plus souvent, ce genre de déplacement d'impact d'une problématique environnementale vers une autre. C'est le risque si on se focus trop vers des objectifs très fixés, voilà, sur telle aire de protection. C'est ça. On peut continuer. Et un autre type de transfert d'impact, donc ça, cette fois, ça concerne encore plus directement mon domaine, ça s'appelle le cycle de vie. Je vais vous expliquer dans quelques slides ce que c'est le cycle de vie, mais l'idée, c'est que ça, on peut transférer l'impact plutôt sur la vie d'un produit, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre des voitures thermiques, en les remplaçant par des voitures électriques, alors on la déplace de la phase d'utilisation. Oui, on brûle pas de carburant, on n'émet pas directement de gaz à effet de serre au moment où on circule, au moment où on brûle ce carburant-là, mais en fait on fait juste le déplacer vers la phase où on produit l'électricité, vers les centrales qui, elles, brûlent du carburant et elles émettent des GES.
des gaz à effet de serre. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très fréquent et dont on ne se rend pas forcément compte si on n'arrive pas à avoir une vision un peu plus globale et un peu plus, à prendre un peu de recul sur ce genre de questions-là. Un autre type de transfert d'impact, de déplacement d'impact, qui est encore plus difficile à cerner, et à la fois pour le consommateur et vraiment aussi pour l'analyste que je suis, qui essaye de calculer les impacts de produits ou de services sur l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est-à-dire que pour essayer de réduire son impact, on va avoir un changement de comportement qui va effectivement réduire l'impact sur le coût. Mais l'effet rebond, c'est ce qui se passe si jamais, puisqu'on a eu ce premier impact positif, on fait moins attention ou on change d'autres parts de notre comportement qui, en fait, ont plus d'impact sur une autre partie de notre vie, par exemple. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, encore une fois, pour reprendre l'exemple de la voiture, on achète une voiture moins polluante, ce qui me donne bonne conscience, entre guillemets, donc on l'utilise beaucoup plus, ce qui fait qu'au final, on pollue plus avec une voiture moins polluante. Un autre exemple, c'est les ampoules basse consommation. Maintenant, on a beaucoup d'ampoules basse consommation qui arrivent et qui existent, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on les laisse allumer en permanence. On se dit, c'est des ampoules basse consommation, c'est pas grave. Mais en fait, on augmente notre impact grâce à ça. Ou un autre exemple dont on a parlé il y a quelques mois, pas mal, qui a fait le buzz, comme on dit, c'était, par exemple, décider de ne pas avoir d'enfants pour réduire son impact sur l'environnement. C'est une thématique qui est débattue, qui est de plus en plus discutée, mais à la place de ça, on voyage beaucoup plus, on a plus de budget, donc on voyage beaucoup plus, on prend plus l'avion, et en fait, on a encore plus d'impact que si on avait été 3 finalement. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à penser. Ça peut être un peu désespérant. Moi, j'attends qu'une slide extrêmement drôle s'affiche. Enfin, ça ne s'affiche pas. Et ça, voilà, ça peut être un peu désespérant. On peut se dire, ah, que faire? C'est trop compliqué. Quoi que je fasse, quelle solution prendre? Quoi que je fasse, j'aurai un impact. Non, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des solutions à prendre. Puis l'idée de cette présentation, c'est de se dire, oui, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de solution unique. C'est compliqué d'avoir des certitudes d'un point de vue environnemental, même pour les spécialistes, parce que ça change tout le temps, parce que ça dépend du contexte, parce que ça dépend du modèle, parce que c'est basé sur des hypothèses. Mais donc c'est ça, on a besoin de modèles, on a besoin d'approches quantitatives, d'approches scientifiques, pour essayer d'englober toutes ces problématiques-là, tous ces paramètres-là, toutes ces difficultés-là, essayer de les prendre en compte, voilà, et éviter d'en fait, avec une bonne volonté, finalement, potentiellement avoir plus d'impact que ce qu'on aurait pu avoir autrement. Donc on a besoin, c'est ça, d'une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte tout, idéalement, à la fois sur le cycle de vie d'un produit et à la fois sur les différentes aires de protection, les différents indicateurs, les différents sujets environnementaux qu'on essaye d'évoquer. Et aussi une approche quantitative, donc qui permet vraiment de comparer, d'avoir des chiffres sur lesquels essayer de se baser, qui permet d'avoir des comparaisons justes voilà, pour pouvoir effectivement comparer deux produits et le moins possible essayer de se tromper. Ça tombe bien, ça existe, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie. C'est ce que je vais vous présenter, c'est le domaine dans lequel je travaille. Et donc c'est une méthode qui est basée sur cette approche-là, c'est-à-dire qu'elle essaie de prendre en compte la totalité, ce qui est impossible, mais qui vise à prendre en compte toutes ces problématiques-là, tous ces chemins-là différents. Donc qu'est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie? Donc ça, c'est une méthode d'analyse, mais c'est aussi une pensée. On appelle la pensée cycle de vie, c'est une façon de réfléchir l'impact d'un produit. Et donc c'est une approche, une méthodologie qui est prônée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et qui est utilisée par des gouvernements et par de plus en plus de gouvernements, à la fois certains ministères au Canada et puis beaucoup aussi en Europe, au niveau des prises de décision, de la législation, etc. Et par beaucoup d'entreprises aussi également, beaucoup d'organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et donc l'idée c'est d'avoir, comme l'expliquais précédemment, une vision exhaustive des activités incluses, c'est-à-dire prendre en compte tous les impacts liés à la conception d'un produit, mais ça marche aussi pour les services, de l'acquisition des ressources au tout début de la chaîne de production d'un produit, jusqu'à la fin de vie de ce produit,
ce soit au recyclage, que ce soit l'enfouissement, que ce soit l'incinération, que ce soit la réutilisation, en passant par évidemment la production de ce produit-là, la distribution, entre autres l'emballage, et l'utilisation de ce produit-là, éventuellement la réutilisation de ce produit-là. Donc c'est la première spécificité, disons, de cette approche, c'est cette vision exhaustive au niveau du cycle de vie. Donc c'est ça qu'on appelle le cycle de vie, parce que c'est circulaire, idéalement. Et aussi une vision exhaustive au niveau des indicateurs qu'on regarde. Comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup d'indicateurs à regarder. Donc l'analyse de cycle de vie essaye de regarder des indicateurs à la fois liés au réchauffement climatique, liés à l'utilisation de l'eau, par exemple, ou différentes ressources, liées à la biodiversité, à la perte de biodiversité, ou à l'utilisation des sols, ou à l'acidification des sols, à l'eutrophisation des sols, à la destruction de la couche d'ozone. Voilà. Et puis, on essaye aussi, pour avoir une communication plus facile, puis pour avoir des comparaisons, c'est plus facile parce que quand on a une cinquantaine d'indicateurs, c'est encore plus difficile de prendre une décision. On essaie de regrouper ces indicateurs-là sur des aires de protection ou des gros indicateurs, comme par exemple la santé humaine, globalement, ou la qualité des écosystèmes, ou l'utilisation des ressources, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'essaie de faire cette démarche, cette méthodologie. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc on essaye de prendre, encore une fois, tout en compte sur le cycle de vie du produit. Comment est-ce que ça marche? Alors on construit des petites boîtes dans lesquelles on a des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Les choses qui sortent, c'est ce que produit cette boîte. Par exemple, une usine de production de voitures, elle va produire des voitures. Donc qu'est-ce qui va sortir de là? En bleu, on voit la petite flèche qui sort sur la droite, ou sur la gauche si vous regardez, en fonction, bref. Ça va être le produit fini, la voiture. Mais il y a aussi d'autres choses qui sortent, ça va être toutes les émissions liées à ce processus-là. Soit des émissions vers l'air, des émissions vers l'eau, des émissions vers le sol, ou encore la production de déchets, par exemple. C'est tout ce qui sort de la boîte. Et qu'est-ce qui rentre dans cette boîte-là? D'un côté, il y a toutes les ressources naturelles. Pour construire une voiture, on a besoin de métal qui vient du sol. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de la nature et qui rentre dans cette boîte-là. Donc c'est ce qui se passe en dessous. Ce qui est en vert, c'est ce qui vient de la nature ou ce qui sort de la nature. Mais il y a aussi évidemment besoin d'autres types de produits, de l'énergie, des autres types de pièces. Et puis aussi, quand on pense à la voiture, par exemple, quand on veut circuler en voiture, ben, on n'a pas besoin juste d'une voiture, on a besoin d'une route, on a besoin de garage, on a besoin de quelqu'un qui entretient cette route-là. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent rentrer également dans cette boîte-là et qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment avoir une approche exhaustive et holistique du cycle de vie d'un produit. Et donc une fois qu'on a rempli cette petite boîte-là, voilà. Et oui, pardon, et j'ai oublié de le dire, c'est un détail, mais voilà. Ce qui sort de ça, on l'appelle l'unité fonctionnelle. On essaie de définir une unité fonctionnelle claire parce qu'on veut absolument pouvoir comparer efficacement deux produits. Donc on les compare basés sur une unité fonctionnelle. On peut comparer que deux produits qui ont la même unité fonctionnelle, c'est-à-dire qui ont la même fonction et la même quantité d'utilisation de cette fonction-là. Par exemple, on veut mettre à l'échelle si deux produits n'ont pas la même durée de vie. On veut mettre à l'échelle si deux produits n'ont pas le même nombre d'utilisations. Donc une fois qu'on a fait cette petite boîte-là, on fait les autres. Donc ce qui rentre dans la production d'une voiture, c'est les usines pour produire cette voiture-là, c'est le carburant pour faire rouler cette voiture-là, c'est aussi la technologie qui est utilisée pour la fin de vie des produits de cette voiture-là. Donc on fait la même chose, on fait des petites boîtes pour chacune des choses qui sont rentrées dans la production de cette voiture-là. Et on refait ça, idéalement à l'infini. Voilà, c'est facile, il suffit de faire ça. Bon, en réalité, évidemment, on ne peut pas faire ça. Donc on se base pour ça sur deux choses. Déjà, on pose des frontières du système, on est obligé. Les frontières du système, c'est deux choses. Déjà, il y a des choses qu'on peut considérer ou ne pas considérer dans un produit. Par exemple, si on fait une comparaison entre deux produits qui roulent sur la même route, deux voitures qui roulent sur exactement la même route, ben, on peut décider de ne pas prendre en compte la route, puisque de toute façon, le choix entre l'un et l'autre n'aura pas d'influence sur cette route-là. Mais c'est aussi les impacts qui sont extrêmement négligeables. Est-ce qu'on veut prendre en compte pour une voiture, je ne sais pas, bon, c'est pas d'exemple comme ça, mais il y a des choses absolument minimes qui ne sont peut-être pas à prendre en compte dans l'intégralité des produits, sinon ça serait juste impossible. On est obligé de couper à un moment donné. Et donc, pour avoir toutes ces petites boîtes en arrière-plan, fort heureusement, on a la chance d'avoir des bases de données qui existent dans notre domaine-là, qui ont été pré-calculées par d'autres chercheurs avant, sur lesquels on peut se baser pour dire, bah, écoutez,
typiquement, une route, ça va avoir tel impact, ça va utiliser tel et tel et tel intrant. Donc on peut se baser sur ces bases de données-là qui nous facilitent pas mal le travail. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tous ces choses qui viennent de l'environnement, de la nature, et qui sont rentrées ou sorties de l'ensemble de nos boîtes, de notre système. Alors on les regroupe dans ce qu'on appelle des inventaires de cycle de vie. Et donc c'est à la fois ça, des polluants, des substances, donc par exemple du CO2, du SO2, donc toutes sortes de substances chimiques, ou alors des choses qui sont rentrées, donc de l'eau, différents types de ressources, ou des terres par exemple, l'utilisation de sol, c'est aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup. Donc on les regroupe ensemble. Et puis on utilise ce qu'on appelle des facteurs de caractérisation, qui ont été calculés par d'autres scientifiques, d'autres spécialistes de ces domaines-là, parce que tout le monde ne veut pas être spécialiste de l'intégralité des domaines, qui nous ont dit, eh bien, pour telle substance, elle va avoir tel impact sur les changements climatiques, puis avoir aussi tel impact sur l'appauvrissement de la couche d'ozone, puis tel impact sur la toxicité humaine, par exemple. Donc on utilise tous ces facteurs d'impact-là, comme on dit, et ça nous permet de calculer des impacts sur certains indicateurs dont je vous parlais plus tôt. Donc voilà globalement comment fonctionne cette méthode-là. Donc c'est basé sur des modèles, c'est basé sur des bases de données. Il y a quand même des limites à l'analyse du cycle de vie, pardon. Qu'est-ce que ça s'appelle par exemple ces limites-là? Par exemple, une des grosses limites, comme vous l'avez pu le voir précédemment avec ces boîtes immenses, c'est qu'on est vraiment dépendant des données. On est obligé d'avoir des données pour pouvoir faire des calculs. Ces données-là, on ne peut pas tout aller les mesurer sur le terrain. C'est impossible d'aller mesurer, c'est quoi les émissions de l'usine qui, en Chine, a produit le tissu qui a été utilisé pour la ceinture de sécurité de notre voiture. Donc on est obligé de se baser sur des bases de données préconçues ou sur des articles d'autres scientifiques qui ont été faits par avant. Donc voilà, on est vraiment dépendant des données. Et malgré ça, malgré ces bases de données, on ne peut pas toutes les avoir. Donc on est aussi obligé de se baser beaucoup sur des hypothèses, à la fois pour faire une hypothèse sur des données qu'on n'a pas ou des données qu'on suppose, où on va supposer que tel processus qu'on voulait utiliser, en fait, il est assez proche de tel autre processus pour lequel on avait donné. Bref, donc c'est bourré d'hypothèses, le genre de modèle qu'on utilise. Mais on est obligé, encore une fois, de ça parce que, comme vous l'avez vu, c'est tellement complexe que c'est compliqué d'avoir des informations sur absolument tout. Et une autre limite qu'on a vue, comme on l'a vu encore une fois avec cet arbre de processus qui paraissait immense, mais on se base sur des modèles qui sont complexes, qui peuvent être très complexes, qui peuvent être moins complexes, qui utilisent en général des logiciels pour faire tous ces calculs-là, qui peuvent être des calculs qui prennent du temps, qui tournent beaucoup. Et donc, à cause de ça, c'est compliqué l'analyse du cycle de vie à réaliser pour des gens tout seuls dans leur salon, par exemple. Il y a besoin d'études qui peuvent prendre du temps, qui prennent des spécialistes, qui prennent de l'argent, qui prennent des logiciels, qui prennent des bases de données spécifiques pour ça, malheureusement. Mais alors, on a vu que les problématiques étaient complexes, qu'il y avait plein de choses à prendre en compte, qu'il existait une méthodologie, mais qui n'était pas forcément accessible à tous dans la vie de tous les jours. La question maintenant que vous vous posez, en tout cas que je me suis posée, que je me pose et que je continue à me poser, c'est que faire dans sa vie de tous les jours par rapport à ça, par rapport à toutes ces problématiques qui nous intéressent de plus en plus, en particulier ici, j'imagine, au Festival Zéro Déchet. La première étape, que je pense et j'espère est réalisée pour beaucoup de gens, et puis encore une fois en particulier pour le public auquel je m'adresse, c'est réaliser qu'il y a un problème. Il y a un problème actuellement, on en est conscient. À la fois les événements, on nous le rappelle, le GIEC vient de nous le rappeler avec son dernier rapport. On a un problème de crise climatique, on a un problème de crise de la biodiversité, on a un problème de disparition des ressources, on a un problème au niveau de l'eau. Il y a pas mal de problèmes. Voilà. Donc il faut arrêter de se cacher la tête dans le sable. On ne peut plus faire l'autruche, c'est plus possible, on a un problème. Ça, on est d'accord, c'est la première étape. Mais surtout, ça ne sert à rien de paniquer et de se dire, justement, pas faire l'autruche. Il y a un problème, on ne peut rien y faire, alors à ce moment-là, on arrête, on continue à consommer comme avant. C'est pas possible non plus. Donc il faut passer à l'action. Comment passer à l'action? Eh bien, se poser les bonnes questions et chercher les bonnes ressources. Comme je vous le disais, ce n'est pas toujours possible, facile ou même possible, de faire soi-même ses propres calculs d'impact ou ses propres comparaisons pour faire des choix éclairés, mais il y a énormément de ressources qui existent en ligne
à la fois des organismes qui essayent de vulgariser ce genre de ressources-là, et puis beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup d'entreprises qui ont procédé à des analyses de cycle de vie, qui ont été revues avec des normes ISO, auxquelles on peut faire confiance. Donc il y a beaucoup de ressources qui existent. Donc la première chose, c'est de chercher ces ressources-là. Et puis, quelles questions se poser? Tout d'abord, quelle est la fonction exacte de l'objet, du produit, du service que j'essaie d'utiliser? Quelle est l'utilité de ce produit? Par exemple, on est au Festival Zéro Déchet, on va prendre cet exemple-là, un emballage. Quelle est l'utilité d'un emballage? Il y a toute la problématique du suremballage. Ça, c'est un problème parce que par définition, le suremballage, c'est trop. C'est des emballages qui ne servent à rien. Mais par contre, il y a une partie des emballages qui est utile, qui est vraiment utile. Un exemple que j'avais, et j'ai plus les chiffres en tête, c'est pour emballer un concombre, par exemple. On voit tous ces grands concombres dans les centres des supermarchés qui sont tous emballés. Ça fait mal au cœur quand on les voit, mais la réalité, c'est qu'un concombre emballé, il va se conserver beaucoup plus vite. Et quand on sait que sur le cycle de vie de l'alimentation, en règle générale, l'emballage, ça a un impact d'environ une dizaine de pourcents sur, au niveau du changement climatique, je parle, sur un aliment. Or, la phase de production, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la ferme, tout ce qui se passe avant la distribution, avant la revente, ça c'est 50% des impacts. Donc quand on prend ça en tête, on se dit qu'en fait, si notre petit emballage, qui finalement n'aimait pas tant que ça, permet d'éviter de produire un deuxième concombre parce qu'on a gaspillé et jeté le nôtre, en fait, voilà sa fonction, et elle est vraiment utile, et elle permet d'éviter beaucoup plus d'impact. Donc c'est la première question à se poser, quelle est la vraie fonction, la fonction réelle du produit qu'on a sous la main. Une deuxième question à se poser, puis j'espère vous avoir interrogé par rapport à ça sur les slides précédentes, c'est est-ce qu'il y a des impacts cachés par rapport au produit que je regarde? Est-ce qu'en fait, le produit que je regarde, on me dit qu'il a rien émis ou qu'il est produit au Québec, qu'il n'a rien émis au Québec, mais en réalité c'est parce que toute sa phase de production ou tous les matériaux qu'il a utilisés ou l'énergie qu'il a utilisée viennent d'ailleurs et ont en fait eu énormément d'impact. Quels sont les impacts cachés? Ou alors, les impacts cachés, est-ce que les actions que je réalise autour de la consommation de ce produit, que je ne prends pas en compte dans ma vision de ce produit-là, ont en fait énormément d'impact? Par exemple, il y a une étude qui montrait que quand on fait un café, le fait de mettre du lait à l'intérieur de ce café-là, ça peut multiplier par 5 les impacts du café. Uniquement le fait de rajouter du lait à l'intérieur de ce café-là. Puis c'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on se dit on va comparer deux types de café. On ne pense pas vraiment à la petite goutte de lait, ou pour 5 c'est un peu plus qu'une goutte, mais le lait qu'on peut rajouter à côté de ce café-là. C'est une question à se poser. Ou une autre étude qui avait été faite, c'était de montrer que pour les tasses réutilisables, par exemple, le fait de les laver à la main à l'eau chaude, ça peut devenir l'impact principal consommatrice, ou en tout cas consommatrice d'énergie ou émettrice de GES de la production et l'utilisation de cette tasse. C'est ce genre d'impact caché qu'il faut essayer de prendre en compte et de visualiser mieux. D'autres questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'impact de mon action ou de ma réduction d'action est vraiment significatif, en particulier comparé à d'autres impacts que je pourrais avoir, qui potentiellement sont encore moins difficiles à réaliser. L'exemple que j'utilisais tout à l'heure sur les emballages alimentaires, c'est un peu ça aussi. Si jamais le fait de réduire à 100% tous mes emballages, ça réduit de 10% mes impacts, mais qu'à côté de ça, ça augmente énormément le gaspillage que je fais, est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Ce qui est sûr, c'est que ça ne l'est pas pour le réchauffement climatique. Ça peut l'être sur l'émission de plastique, sur l'émission de microplastiques, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision globale et un impact, un comportement global sur ça. Ça ne suffit pas d'avoir un effet sur la réduction des emballages, par exemple, si on a à côté de ça beaucoup plus de gaspillage. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple l'impact de la viande, en particulier la viande des ruminants, la viande de bœuf, qui est immense par rapport à l'impact des régimes alimentaires végano-végétariens, mais aussi sur les autres types de viande, comme la volaille par exemple, ou les poissons. L'impact du bœuf, il est immense. Donc est-ce que, si c'est compliqué pour moi de devenir végétarien par exemple,
est-ce que juste passer de ma consommation de bœuf, si je mange un steak à tous les repas, tous les jours, mais juste, on ne demande pas de devenir végétarien, juste de passer d'un steak de bœuf à de la viande du poulet, par exemple, ça peut déjà avoir un gros impact, significatif. Donc l'autre question à laquelle il faut prendre attention, puis ça on a beaucoup parlé en première partie de présentation, c'est le déplacement d'impact. Est-ce qu'en faisant ce changement de comportement, je vais en fait déplacer mes impacts vers d'autres types, soit d'autres types d'indicateurs, soit géographiquement, soit au niveau du cycle de vie, soit comme l'effet rebond qui est le plus vicieux de tous ces effets-là. Est-ce que je suis sûr qu'en changeant mon comportement, je ne vais pas en fait avoir plus d'impact d'une manière ou d'une autre? Voilà, j'ai pris beaucoup d'avance. Et la dernière chose à faire, c'est évidemment changer son mode de vie. C'est évidemment complexe, ça prend en compte beaucoup de choses. Mais pour ça, ça peut être vraiment contre-productif d'essayer de changer drastiquement son mode de vie du jour au lendemain. C'est vraiment important d'y aller à son rythme pour ne pas se dégoûter ou dégoûter son entourage. Si du jour au lendemain, on essaie de passer d'une alimentation complètement omnivore à une alimentation complètement végane ou végétarienne, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par rapport à ça, ou qui ont des carences, ou pour qui c'est difficile pour la famille ou pour l'organisation. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter, d'y aller à son rythme, de ne pas culpabiliser. L'important, c'est d'aller dans la bonne direction, d'être conscient des choses, de se renseigner, et voilà, encore une fois, d'y aller à son rythme. Une autre chose à faire, c'est, on en a déjà parlé un petit peu précédemment, mais de potentiellement prioriser les actions en fonction de leur impact. En fait, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà beaucoup parlé, on pourra en parler plus pendant la discussion, mais c'est pas forcément utile de changer drastiquement son mode de vie, d'avoir des comportements qui sont extrêmement différents de ce qu'on a toujours fait, de ce qu'on a été inculqué à faire, si en réalité ça a un impact négligeable sur l'environnement. Si on est capable de le faire, c'est tant mieux, il faut le faire. Si ça risque de nous dégoûter ou de nous empêcher de faire d'autres actions, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et la dernière chose, changer de paradigme, c'est un peu une grande manière de penser les choses, mais l'idée c'est, plutôt que de se poser les questions, par exemple, qu'est-ce qui est le mieux entre en hiver une tomate du Québec ou une tomate du Mexique? La question à se poser c'est, est-ce qu'en hiver j'ai vraiment besoin de consommer une tomate? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer quelque chose qui n'est pas du tout fait pour cette saison-là, qui va nécessiter soit énormément de transport, soit énormément d'énergie pour être produit, et qui de toute façon n'aura pas forcément un goût incroyable? C'est une autre chose. Voilà, plutôt que de se demander par quoi remplacer ça, on pourrait peut-être essayer de se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je ne pourrais pas obtenir ça différemment, par exemple? C'est tout pour moi. Je voulais remercier beaucoup de gens qui m'ont aidé à réaliser cette présentation, notamment aussi Reg et aussi Marianne Delambre qui m'a aidé pour la mise en page et cette présentation-là. Et je voulais vous remercier, évidemment, pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, soit ici, soit en ligne, je serai très heureux d'y répondre. Merci. Merci. Salut. Je me demandais si c'était possible dans un futur proche ou éloigné pour un État d'établir des quotas quantitatifs par rapport à la consommation de quelqu'un, puis pour pouvoir comme suivre l'indice de consommation de la population ou encore la gérer. Alors, c'est évidemment vraiment complexe. C'est des choses qui commencent à être pensées pas au niveau individuel, parce que démocratiquement c'est quand même très compliqué, surtout en particulier en ce moment dans notre société de consommation, dans notre société individuelle. Mais par contre, c'est des choses qui sont mises en place au niveau des entreprises, par exemple, ou des villes, au niveau de ce qu'est taxe carbone, au niveau etc. Donc, au niveau du carbone, c'est pas mal mis en place. Au niveau d'une personne, je pense que ça sera quand même compliqué à mettre en place. Voilà. Bonjour, merci pour la conférence, c'était vraiment instructif. Moi, j'avais une question, savoir s'il existait une méthode uniforme pour réaliser une analyse de cycle de vie parmi les différents spécialistes.
que j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs analyses qui sont faites, mais qui donnent des résultats différents. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir quelque chose d'assez uniforme au niveau planétaire? Merci. Alors, c'est une question très intéressante, très complexe. Comme je vous l'ai expliqué, comme vous avez compris, c'est une démarche qui est très complexe, qui est basée sur énormément d'hypothèses, qui est énormément dépendante du contexte, qui est aussi qui est en développement actuel. C'est pas très vieux, l'analyse du cycle de vie, ça a une trentaine, une quarantaine d'années. Les concepts existaient, mais bref, ça s'est démocratisé assez récemment quand même. Donc il y a des normes ISO qui existent, qui encadrent qu'est-ce qui est censé être inclus dans une analyse du cycle de vie, comment est-ce qu'on est censé vérifier une analyse du cycle de vie, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire dans une analyse du cycle de vie. Mais c'est des normes qui sont quand même très larges, qui laissent beaucoup la place à l'interprétation, qui n'englobent pas du tout notamment les indicateurs qu'on est censé utiliser ou les facteurs de caractérisation qu'on est censé utiliser, les choses qu'on peut prendre en compte ou pas prendre en compte, c'est quand même assez laissé libre d'interprétation. Donc je dirais pas encore, on s'y dirige. Il y a beaucoup de travaux en ce moment, en particulier, j'ai peur de me tromper, mais ça s'appelle GLAM ou GLAD, qui sont des regroupements de chercheurs, GLAM, merci Catherine, qui sont des regroupements de chercheurs internationaux qui travaillent à réfléchir à ça, à chercher des méthodes d'impact. Méthode d'impact, c'est ce qui regroupe les facteurs de caractérisation dont je parlais tout à l'heure qui permettent de passer d'un inventaire à un impact. Donc qui permettent de chercher justement c'est quoi les méthodes d'impact qu'on pourrait décider globalement d'utiliser. Puis il y a aussi d'autres groupes de recherche qui recherchent, d'autres groupes de recherche qui essayent de réduire le nombre d'hypothèses qu'on utilise, c'est-à-dire ça, il faudrait systématiquement le prendre en compte ou pas le prendre en compte. Il faut réagir de cette façon-là. Quand on vérifie une analyse Quand on vérifie une analyse de cycle de vie, il faut agir de telle ou telle manière. Donc, la réponse simple, c'est actuellement, c'est compliqué. Il y a des choses, mais c'est quand même assez global, assez général, assez libre d'interprétation. Mais il y a beaucoup de travail dans ce sens-là, parce qu'on est bien conscient qu'on sera beaucoup plus crédible quand nos analyses iront dans la même direction. Voilà. Merci. D'autres questions ? Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je me pose beaucoup de questions entre l'alimentation végétarienne et celle avec la viande. Et moi, je réduis la viande, mais en fait, je me demande quel est vraiment l'impact entre acheter du tofu et acheter du poulet. Je trouve que c'est assez opaque de savoir est-ce qu'en étant vraiment végétarien, on réduit l'impact écologique. Voilà. Alors, merci pour cette question. La réponse simple, c'est oui. En règle générale, il y a peu de chances de se tromper. C'est un des rares domaines dans lequel c'est assez clair la réponse. Alors, par contre, tu as donné l'exemple du poulet. Ça, c'est vraiment la viande qui a le moins d'impact, le plus faible impact. Il y a aussi d'autres types, les types de produits animaux, comme le lait a quand même pas mal d'impact, mais les œufs, par exemple, ont des impacts quand même réduits. Donc, je dirais que le véganisme, ça dépend comment est-ce qu'on le conçoit. Par contre, de passer d'une alimentation qui est pensée... Un chiffre que j'ai en tête, c'est passer d'une alimentation moyenne québécoise omnivore, c'est-à-dire qui mange globalement ce que mangent les Québécoises, c'est-à-dire du bœuf, c'est-à-dire ce genre de choses-là, à l'alimentation végétarienne. En gros, grosso modo, ça réduit par 2 l'impact de ton alimentation. C'est quand même énorme. Mais comme tu disais, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment de la personne. Si déjà tu consommes jamais de bœuf, la première étape c'est, idéalement, encore une fois je parle d'un monde idéal, et encore une fois je veux culpabiliser personne, chacun y va à son rythme, c'est évident, mais la première étape c'est d'arrêter tout ce qui est ruminant, tout ce qui est bœuf, mais aussi tout ce qui est mouton, chèvre, etc., qui sont moins consommés, mais qui sont aussi très émetteurs. Ça c'est la première étape qui est, sans aucun doute, va réduire ton impact. Après, passer de ça à 0 viande, oui, dans l'écrasante majorité des cas, ça va réduire ton impact, mais ça peut être compliqué. Et puis ensuite, passer de ça à vegan, encore une fois, ça va réduire ton impact, mais ça dépend de qu'est-ce que tu remplaces. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
Allô? Oui, donc juste pour spécifier un peu ma question de tantôt, sans parler, mettons, de son implantation dans la société ou de si c'est démocratique ou pas, de réussir à comme quantifier tous les comportements puis de leur donner une valeur et de faire un quota pour individuellement dans le sens où tous les comportements de vie d'un être humain sont quantifiés. Est-ce que c'est possible techniquement avec est-ce que je connais pas les théories non plus du cycle de vie ni rien, donc je me demande juste si c'est possible. Alors, techniquement tout est possible. Oui, c'est possible. Si on arrive à avoir toutes les informations, si on arrive à monter des modèles de consommation, qu'on arrive à savoir d'où vient la production, d'où vient régionalement les choses qui sont consommées par les consommateurs, oui, c'est possible. Un point de vue individuel, c'est quand même vraiment complexe parce que réalistiquement, on n'aura jamais ces données-là d'un point de vue individuel. Ce qui est possible de faire, par contre, c'est d'avoir des profils de consommation, des profils de consommateurs. Et en ce moment, il y a cette recherche-là qui est menée au CIREG et à l'UQAM en particulier, ça s'appelle la charte de consommation durable, voilà, ou la base de données québécoise. C'est des choses qui sont mises en place pour essayer justement de quantifier les comportements des consommateurs québécois. Ça se base beaucoup sur... Encore une fois, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais vous pourrez regarder, il y a de la communication qui commence à être faite là-dedans, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer actuellement. Mais voilà, ça se base sur des prototypes de consommateurs, des types de consommateurs, des profils de consommateurs, pardon. C'est vraiment compliqué d'aller individuel. Oui, techniquement, c'est possible, parce que tout ça, c'est des modèles. En réalité, on n'aura jamais toutes ces données-là. Même avec l'intelligence artificielle, même avec le suivi. Par exemple, il y a aussi des études qui ont été faites pour les consommateurs qui le veulent, qui permettaient par exemple, en utilisant la carte de crédit, on arrive à avoir à peu près la liste des choses qui ont pu être achetées. Encore une fois, en tout cas, nous, on n'espionne pas vos données, c'est des choses qui ont été faites au niveau soit anonymisé, soit qui ont été faites par des gens qui le voulaient. Mais à partir de ça, on peut calculer l'impact de chacun de ces produits-là, et donc avoir une idée de qu'est-ce que c'est l'impact de ce consommateur-là, en calculant l'impact de chacun des choses qu'il a achetées. Donc, c'est des choses qui sont techniquement faisables, mais qui n'arriveront pas, sans doute pas. Par contre, au point de vue plus global, au niveau des profils, c'est des choses qui se mettent en place actuellement, puis on a espoir d'essayer d'avoir une meilleure idée de ce genre de choses dans le futur proche. Allô, moi je me demandais si, peut-être que c'est trop simplifier les choses, mais est-ce que ça serait possible d'avoir des priorités un peu plus genre cadrées sur, mettons, quand tu achètes un produit, est-ce que la priorité c'est, mettons, bio, ensuite c'est local, ensuite c'est pas emballé? Est-ce que ça serait possible d'établir une genre de liste de priorités que, si tu ne l'as pas bio, ben au moins la deuxième priorité, c'est de l'acheter local. Est-ce qu'il y aurait une échelle comme ça qui pourrait être fait pour, par exemple, l'alimentation, mais est-ce que ça pourrait peut-être se reproduire dans d'autres types de consommation, comme les vêtements, je ne sais pas trop, mais est-ce que ça se fait ou ça serait trop simplifier les choses? Et si ça se fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait? Et où est-ce que ça se trouve? Voilà. Merci. Première chose, si tu trouves cette information, ça m'intéresse. Parce que, non. Pour faire simple, non. C'est vraiment très complexe. Il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses qui sont prises en compte. En particulier, tu parlais du bio. Actuellement, c'est encore pas clair. Enfin, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais c'est pas clair d'un point de vue environnemental global à quel point le bio, c'est bénéfique. Ce qui est sûr, c'est que c'est bénéfique pour les sols. Ça permet de moins dégrader les sols. Ça permet de moins émettre de polluants directement. Mais à côté de ça, les engrais bio, ils émettent quand même des nutriments, des nitrates par exemple. Donc ça a quand même ce phénomène d'algues vertes qu'on voit beaucoup, ou d'algues bleues qu'on voit beaucoup. Ça peut aussi être lié au bio. Bref, donc, et surtout, un des problèmes du bio, c'est qu'en général, puis encore une fois, je parle de généralité, de globalité. Par exemple, la permaculture, c'est une autre chose. C'est quelque chose de bio qui a des gros rendements. Mais le bio classique tel qu'on l'entend, en général, ça fait quand même baisser les rendements. Le problème quand on fait ça, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin
de plus d'intrants, par exemple. On a besoin de plus de tracteurs qui labourent les champs, on a besoin de plus de champs, on a besoin de plus d'eau, parce que bio, c'est aussi pas OGM. Les OGM, ils ont été faits, je ne sais plus si c'est le terme ici, mais en tout cas, les organismes qui ont été génétiquement modifiés, ils ont été faits pour, par exemple, réduire la quantité d'eau nécessaire pour être produits. Donc quand on ne les utilise pas, ben, on doit utiliser plus d'eau. Donc ça, c'est vraiment des thématiques qui sont très complexes, en particulier pour le bio, c'est vrai pour tout. Ce qui est sûr, une certitude, c'est que le gaspillage, c'est toujours difficile. C'est toujours mal. Ça a toujours un gros impact. C'est ce qu'on... la hiérarchie des 3 RVE, je crois que ça a un peu changé maintenant, mais je ne sais pas si vous êtes... si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est-à-dire, justement, c'est une priorisation des choses à faire pour traiter ces déchets, par exemple. 3 RVE, c'est le premier R, c'est... et là, je suis sûr que je vais en oublier un, mais bref, l'idée, c'est de réduire ces déchets. Donc ça marche exactement pour le gaspillage. L'idée, c'est vraiment, il faut les réduire. Ensuite, il faut réutiliser, recycler, valoriser et enfouir. Ça, c'est pour les déchets. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est que réduire sa consommation, je parle pas... aujourd'hui, je ne parle pas de décroissance, mais c'est quelque chose quand même dont on parle de plus en plus. Réduire sa consommation, c'est quasiment toujours une bonne idée. Encore une fois, si on n'a pas d'effet rebond qui arrive par là. Donc même ça, c'est un peu complexe. Mais en général, réduire son gaspillage alimentaire, c'est toujours une bonne idée. Réduire sa consommation de viande, c'est toujours une bonne idée. Consommer local, ça peut être une bonne idée, mais encore une fois, ça dépend si c'est de saison, ça dépend de la production des choses. Et j'avais une autre chose à dire. Oui, une autre chose, par exemple, consommer local. Un autre exemple que j'avais, c'est si jamais on consomme local, on achète en vrac, par exemple, mais le problème, c'est que la seule épicerie ou le seul producteur qu'on connaît, il habite un peu loin de chez nous, et du coup, on doit y aller en voiture, faire un aller-retour, alors que quand on est allé à la supérette, on y allait à pied ou à vélo. Là, on est en train d'exploser notre impact. C'est clairement un déplacement d'impact. Donc même ça, il faut vraiment avoir en tête tout ce qui en englobe ça. Donc c'est pour ça que faire cette hiérarchie-là, c'est complexe parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Voilà. Désolé. Oui, bonjour. Comment trouver la bonne information et pas l'information qui est simplement orientée par les industries? Parce qu'en fait, quand on regarde sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Alors comment savoir que c'est pas une information qui a été biaisée ou on a oublié, enfin l'industrie a simplement oublié tout un pan pour que ça devienne la bonne solution? C'est sûr. Alors la solution facile, que je dirais, facile d'un point de vue scientifique, c'est de se baser sur des articles scientifiques. Évidemment, ça prend du temps, c'est quand même dur de trouver des sources, puis c'est complexe et surtout ça ne correspond pas toujours exactement à ce qu'on cherche. Une autre solution qui existe, c'est de se fier aux études qui sont sorties puis qui sont siglées, donc soit par des organismes internationaux, soit justement, comme je disais tout à l'heure, la norme ISO. L'analyse du cycle de vie, c'est vraiment encadré et défini par une norme ISO, 1440 ou 1444. Donc si jamais une entreprise sort une étude en disant qu'elle se base sur une norme ISO, ça veut dire qu'elle a été vérifiée, elle a été revue par ce qu'on appelle revue par des pairs, c'est-à-dire que non seulement l'équipe qui a sorti l'étude a travaillé dessus, mais une autre équipe indépendante l'a revue. Donc ça donne quand même beaucoup plus de confiance à ce genre de choses-là. Donc ça, c'est 2 types que j'aurais. Un troisième type, c'est ça, alors j'ai pas des noms comme ça, mais il y a des tas d'organismes quand même qui sont de confiance et puis qui regardent ces choses-là, à la fois qui peuvent donner des scores à des entreprises plus ou moins basées sur la véracité des informations ou ce genre de choses-là, et puis aussi qui font eux-mêmes leurs calculs ou qui partagent eux-mêmes des calculs sur ce genre de choses-là. Donc ce serait les conseils que j'aurais. J'ai une autre question. Je voulais savoir qui sont les clients des analyses d'une cycle de vie. À quel moment on décide d'en faire une sur deux unités fonctionnelles, c'est ça? Nous, au CIREG, on est à la fois un centre de recherche. Donc on travaille vraiment sur de la recherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de clients. On développe des études, on développe des facteurs de caractérisation, on développe des méthodes, on développe des outils. C'est la première chose. La deuxième chose, nos clients qu'on peut avoir, c'est le gouvernement.
à la fois du Québec ou du Canada nous demandent beaucoup d'études, que ce soit le ministère du Transport, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie. On a aussi beaucoup de partenaires industriels, c'est-à-dire des gens qui financent la chaire de recherche à la fois, donc qui permettent aux étudiants de travailler, puis qui demandent aussi des études. Ça, c'est des grands groupes internationaux. Et puis aussi des toutes petites entreprises beaucoup plus locales que ça intéresse de se poser ce genre de questions-là, soit parce que fondamentalement ça les intéresse, soit parce qu'elles veulent communiquer là-dessus. Donc petites ou moyennes entreprises locales. Voilà, c'est assez large. Et puis une autre chose que je voulais aussi préciser, puis je vois qu'on arrive à la fin de la présentation, mais une chose que je voulais préciser, c'est que le cycle de vie, ça permet, comme je disais, de comparer deux produits. C'est un des objectifs du cycle de vie, de l'analyse du cycle de vie, pardon. Une autre chose que ça permet de faire, c'est de prendre un seul produit et puis de regarder sur son cycle de vie, c'est quoi ce qu'on appelle les points chauds, c'est-à-dire c'est quoi les étapes qui sont les principales contributrices sur tel ou tel indicateur. S'il y a des entreprises qui nous demandent ça pour pouvoir après avoir une idée de où focaliser leur attention, ou essayer justement de réduire ça avec un nouveau matériau, avec un nouveau processus, en se relocalisant par exemple pour réduire son impact. Donc c'est aussi une autre question qui peuvent intéresser des entreprises, voilà, ce genre de choses. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette présentation. Merci beaucoup. Voilà. On peut continuer d'applaudir. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence sur l'analyse de cycle de vie. C'était vraiment ultra intéressant. Je voulais prendre 2-3 petites minutes de votre temps pour vous remercier, pour remercier toutes les personnes qui ont participé au festival, les exposants, les partenaires, toutes les personnes de la programmation. Je suis extrêmement heureuse de voir que le festival Zéro Déchet a pu avoir lieu cette année en présentiel au Parc La Fontaine. Pour être totalement honnête avec vous, ça a été une année très challengeante avec la Covid et je suis extrêmement fière de voir que le mouvement Zéro Déchet peut continuer d'exister. De vous voir en face de nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille. On travaille sur cette édition. Donc ça, je vais accueillir ma collègue Cléo sur scène, qui a co-organisé le festival avec moi, entre autres, avec toute l'aide des bénévoles qu'on a eu en plus. Elle va prendre le temps de remercier toutes les personnes de la programmation, mais on peut l'applaudir elle aussi parce qu'elle a fait vraiment du très bon boulot. Merci beaucoup, merci à tous, merci à cet incroyable boss qui était vraiment malade mental. Merci beaucoup d'être venu au... Ça s'appelle les aléas du direct. C'est toujours pas ça. C'est pas grave. Ok, oui, c'est ça, c'est les aléas du direct, je disais. Je me suis aussi pris la pluie en même temps. Mais merci beaucoup, merci à tous d'être venus, merci à Anna, merci à la QCD, merci à l'équipe du festival de m'avoir accueilli. Merci beaucoup à Paradox, c'est grâce à eux que on peut parler avec le son. Merci à tous les festivaliers d'être venus, merci énormément aux bénévoles, vous avez été incroyable, sincèrement, vraiment. Vos bras vont souffrir demain, mais merci énormément. Merci aux panélistes, aux conférenciers, ça a été extrêmement intéressant, on a eu beaucoup de bons retours. Puis voilà, ça a été un plaisir de travailler avec vous, ça a été un plaisir de vous rencontrer sur l'herbe du Parc La Fontaine. Merci beaucoup. Merci, puis on se revoit l'année prochaine pour une édition totalement en présentiel, on espère. Donc, à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci.